Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bienvenue dans les VV. On est ensemble jusqu'à 20h avec nous tout au long de cette émission. Toujours Olivier d'Artigol, Philippe Bilger, René Chiche et vos appels, comme tous les matins, comme tous les soirs, au 0826 300 300. Ça vous a marqué la matinale avec Patrick Ranger. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. On va quand même pas se battre pour travailler. D'être mieux accompagné, de dire il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement. Chômeur ? Moi aussi. Ce que je souhaite faire avec cette réforme du RSA, Il n'y a pas d'âge pour être chômeur. il faut pouvoir mieux accompagner chacune et Je chacun. rappelle, Jean-Pierre, que je suis pas vraiment en vacances. Le chômage. Et lui demander une part de devoir pour toutes celles et ceux qui le peuvent, leur permettre de pouvoir prendre leur part. Non, surtout pas malheureux. Et c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il faudrait travailler 15 à 20 heures par semaine pour toucher le RSA. Une promesse qui va être testée dans 10 bassins d'emploi. Une réforme pensée pour réinsérer les allocataires. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'accompagner vers l'emploi les bénéficiaires du RSA, selon Olivier Dussopt. En Ardèche, le président Olivier Amran compte imposer 10 heures de travail par semaine en entreprise sous certaines conditions. En cas d'accord, ils recevront 200 € de prime le premier mois. En cas de refus, ils ne seront plus indemnisés. D'où notre grand débat. Le RSA doit-il être conditionné à des heures de travail? Et c'est serré, ma chère Cécile. Oui, absolument. On nous dit oui à 47%, donc forcément non à 53%. Et on va recueillir, bien sûr, vos témoignages. Avec nous, Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC et directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Je le montre, c'est un trimestriel dont le numéro 2 sera dans tous les kiosques de Français de Navarre à compter de demain. Joseph Touvenel, bonsoir. Absolument, bonsoir Philippe. Juste un point d'abord avec nos éditorialistes. Justement, Philippe Bilger, le RSA doit-il être conditionné à des heures de travail selon vous ? Alors, mon premier mouvement, c'est de répondre oui, Cécile et Philippe, dans la mesure où j'ai toujours considéré que pour quelqu'un qui reçoit de l'argent, même parce qu'il est dans une situation difficile, il y a une forme d'honneur à donner au moins l'impression qu'on le mérite. Et donc, offrir quelques heures de travail. Mais à peine, et je dis cela, mais que je soumets à mes amis chroniqueurs et à vous-même, le fait que si on est capable de procurer des heures de travail à quelqu'un qui va recevoir le RSA, est-ce que techniquement, il ne serait pas concevable de lui trouver un travail plus classique? Olivier d'Artigol. Du travail gratuit. D'abord, les personnes au RSA, pour un certain nombre d'entre elles, si le gouvernement veut s'occuper du RSA, qu'il s'occupe déjà du non-recours. C'est un vrai problème. Il y a énormément de personnes qui devraient relever du RSA, qui ne touchent pas cette allocation parce que tout simplement ils passent à travers les mailles du filet. Voilà. Première chose, le non-recours qui est un vrai problème. Deuxième chose, pour connaître un peu ces questions, les personnes au RSA sont des personnes en très grande précarité et fragilité. Parfois très éloignées, cher Philippe, de la réinsertion professionnelle. Cabossées par les conditions de vie, de chômage de longue durée, beaucoup de personnes, par exemple, dans une situation de handicap, relèvent d'un complément RSA. Donc il y a vraiment là un public très particulier dont il faut prendre soin. Et je ne pense pas que le discours gouvernemental qui quand même, disons-nous les choses, vise à une certaine forme de stigmatisation, bon, vous allez arrêter de vous la couler douce et vous allez aller me faire quelques heures de travail en semaine, puisse véritablement être une réponse adaptée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des réflexions à avoir pour construire des itinéraires, des cheminements vers le retour à l'activité, mais pas de cette manière-là. Oui, alors en fait, on veut faire revenir le RMI. C'est-à-dire insérer les gens, parce que le RSA a succédé au RMI. Moi, j'ai peur que le fait d'imposer comme ça à des gens qui sont quand même des gens assez précaires, comme l'a dit Olivier d'Artigol, leur imposer un travail, ça ne profite pas quand même aux entreprises, qui risquent d'avoir recours à ces gens-là pour avoir quand même des emplois sous-payés, précarisés, et entraîner une sorte de paupérisation nouvelle de la société française. Mais en même temps, il faut reconnaître que certains, et là c'est peut-être là que devrait agir le gouvernement, certains ont des excès. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont le RSA, qui ont
4-5 enfants, donc c'est qu'un couple gagne 1206 euros à peu près, je sais, à peu près 1206, plus 240 euros par enfant supplémentaire. Donc vous imaginez déjà le montant que ça fait. Hein. Un couple avec des enfants peut monter parfois à 2500, 2800 euros d'RSA. Ajoutez à cela beaucoup d'allocataires du RSA qui ont, il faut bien le reconnaître, je pense que vous en avez peut-être connu, ont recours au travail au black. En travail au noir. Donc ça leur fait monter parfois leur revenu à 4000 euros. Ça peut arriver, ça peut arriver. Il y a des gens du RSA, moi j'en connais. RSA, c'est 500 euros par personne. Non, c'est 598 euros pour une personne seule. Mais si vous êtes un couple avec 4, 5, 6 enfants, vous montez salaud très de pauvre, comme la traverse de Paris. Salaud de pauvre. Justement, pas du tout. Et en plus, bon, dernière chose, il faut reconnaître que la réforme du RSA a quand même été un échec. Puisqu'il y a un allocataire sur 7, je crois, qui trouve vraiment un emploi durable. Ou sinon, bon, c'est une catastrophe. Donc, oui, pourquoi pas demander un travail, mais attention quand même à ne pas non plus montrer du doigt tous les allocataires. Joseph Touvenel. La première chose, c'est effectivement, quand je reçois de la collectivité, il faut que je puisse donner à la collectivité. Ça paraît quelque chose de raisonnable, de sensé, de normal. Maintenant, est-ce que ce qui est proposé est la bonne solution ? À mon sens, tel que c'est proposé là, c'est une mauvaise solution parce que, ça a été dit, ça risque de tirer encore les salaires vers le bas. Jouer sur des salaires de plus en plus faibles en mettant en compétition les pauvres et les pauvres, désorganiser la concurrence loyale dans le secteur marchand, parce qu'il y a des gens qui vont profiter, je vous fais travailler 10 heures à faible prix, donc c'est pas bon. Mais si ma notion du travail c'est participer au bien commun, alors il faudrait, je mets de côté les situations qui sont des situations de santé. Et là, c'est un suivi de santé. Les travailleurs handicapés, etc., ce qui est différent, bien sûr. Je ne peux pas travailler, j'ai des problèmes de santé, etc. C'est un autre débat. Mais sinon, on peut très bien demander des obligations de formation. Vous devez venir, ça veut dire un traitement individuel, ça veut dire s'intéresser aux personnes. Et également, ça peut être aussi de services bénévoles. Par exemple, aller servir au Resto du Cœur. Il y a des tas de choses à faire dans le cadre du bénévolat. Mais parce que si je rentre dans le système marchand habituel, où sont les charges sociales ? Qui les paye ? Parce que normalement, quand il y a un salaire, on participe en payant pour les retraites, pour la santé, pour la maladie. Et là, c'est prévu comment ? Et on voit comment, voilà, dire, vous recevez de la société, donc vous devez rendre, en fonction de vos possibilités et de vos capacités, y compris physiques, voire intellectuelles, parce que on a beaucoup de gens qui sont des marginaux, parce que ce sont des problèmes psy importants. On voit que la société, d'ailleurs, a tendance à exploser. Moi, j'en vois beaucoup dans la rue. Ceux-là, il faut s'en occuper. Mais ceux qui peuvent travailler, alors il faut leur demander un rendu, la formation professionnelle. Encore faut-il l'organiser, faire les efforts et s'intéresser à la personne. Mais justement, je rebondis sur ce que vous dites, Olivier d'Articole. Vous dites que ce sont des personnes fragiles et qui ne sont pas forcément tous très loin de l'entreprise finalement. Et ce qui est intéressant, souvent, on se dit, on parlait hier sur ce sujet de la gestion des jeunes dans l'entreprise et l'immersion dans l'entreprise. On dit souvent que lorsque vous êtes exclu de tout ça et que vous rentrez dans une entreprise, et finalement, vous re-rentrez dans un système de vous lever le matin, d'aller travailler, de faire quelque chose. Ça, je l'entends bien. J'ai été peut-être que la forme n'est pas la bonne. J'ai été 6 ans président de mission locale à Pau et à Glo. On suivait 4500 jeunes, dont des jeunes, on les appelle les décrocheurs, très éloignés pour différentes problématiques sociales et éducatives de l'emploi tel qu'on se l'imagine. Ce qui me dérange dans la proposition telle qu'elle est présentée, c'est le fait que ça nous fait basculer en effet vers du travail gratuit et avec les processus qui viennent d'être décrits. Par contre, il peut y avoir un accompagnement que devrait aujourd'hui porter le RSA, mais qui est défaillant là-dessus. Un accompagnement vers un retour vers la vie sociale, vers du projet, vers de la formation, vers de l'activité sociale utile non marchande. Bien évidemment, le fait de se lever le matin, oui, et le fait de pouvoir avoir une œuvre, une utilité sociale, mais sans rentrer dans ce système de concurrence dans la sphère marchande et dans le travail tel qu'on le définit, parce que tout simplement, ça aurait un mécanisme, un processus de tirer beaucoup de choses vers le bas qui sont déjà terriblement tirées vers le bas par d'autres processus. Déjà, vous faites lever le matin, ça a été dit, c'est pour des gens qui sont marginalisés, qui généralement, du coup, le soir vont être sur l'ordinateur, etc., et dormir jusqu'à 11h, 11h30 du matin. Déjà,
leur donner une convocation, les faire venir à 8h du mat, pour une formation, c'est déjà le premier geste d'une réinsertion. Oui, allez-y Philippe Bilger, je rebondirai sur ce sur qui ce me que vous gêne, dites. il y a deux choses. La première, Joseph, à force de répéter marginalisé, ça n'est tout de même pas une prime pour déroger à toutes les règles élémentaires de la vie sociale. On est d'accord. Vous êtes d'accord. Deuxième élément, moi je trouve que c'est formidable, Cécile, le débat des vraies voix, parce que j'étais sur une position, j'ai entendu René qui dit attention à l'aubaine que ça pourrait être, et de l'autre côté, Olivier et Joseph viennent de dire, et objectivement, je réfléchis là-dessus. C'est formidable. On a beau dire... Sur le RSA, par exemple, il y a une mesure rapide qui pourrait être prise. Moi, je ne comprends pas pourquoi on continue, c'est dans les textes, à donner du RSA à des gens quand ils sont pendant 3 mois à l'étranger. Alors ça, je ne vois pas la raison. C'est dans les textes. Et si vous dépassez 3 mois, c'est non. Si vous êtes 3 mois à l'étranger, alors là, pour moi, c'est une interrogation. Qu'est-ce qui justifie? Parce que c'est quand même la collectivité nationale qui fait un effort pour aider des gens qui n'ont pas les moyens. Et je vois pas comment ils ont les moyens d'aller à l'étranger s'ils n'ont pas les moyens. Joseph Touvenel, je rebondis ce que vous dites tout à l'heure. Le Pôle emploi a du mal, déjà, avec des gens qui sont aguerris au travail, à les faire lever le matin. C'est-à-dire que je l'ai vu, puisque je l'ai vécu. J'étais à Pôle emploi et la personne dit, ça s'est bien passé ce matin. Ah non, personne n'est venu. Ah il va peut-être falloir qu'on fasse les convocations à 11h parce qu'ils veulent pas se lever. Et déjà, on est déjà dans cette optique-là. Donc des gens qui sont à l'extérieur. Attention, il y a aujourd'hui dans Pôle emploi, lorsque vous relevez de Pôle emploi, d'abord, n'oublions pas que seuls 40% des demandeurs d'emploi sont indemnisés. On l'oublie trop souvent, mais vous avez aujourd'hui dans votre suivi individualisé je parle des formations que de propose Pôle emploi, la nécessité de produire des preuves concrètes de recherche d'emploi, de présentation. Non, mais là vous allez trop loin. C'est déjà juste le fait d'avoir un rendez-vous pour un travail ou pour une formation et de ne pas venir. Mais si vous ne répondez pas au rendez-vous, vous savez que si vous au bout de 2 ou 3 fois, vous avez des radiations. Il y a la radiation maintenant, ce qui se pratiquait beaucoup moins il y a quelques années, ce que je trouve absolument normal. Sauf si on a une raison majeure, ça peut arriver. Enfin, d'accord. Mais maintenant, il y a des radiations qui tombent, et je trouve ça normal, parce que on est convoqué, on est un demandeur d'emploi. On doit y aller. Non, mais ma question, c'est est-ce que ces personnalités qui sont, vous le dites, fragiles, iront jusqu'au bout? Est-ce que si on leur propose des formations, est-ce qu'ils viendront? Est-ce qu'ils sont, ils sont déjà dans cette dynamique? Je crois pas, en fait. Alors, la meilleure dynamique à donner, c'est tendre la main, c'est-à-dire leur dire on vous propose un emploi et on va vous aider à l'avoir. Ça, c'est la meilleure dynamique. Elle est vraiment insuffisamment faite individuellement. Après, il y a des gens qui vont rester à la marge, qui vont pas vouloir travailler. Et là, je ne vois pas la raison non plus que la collectivité leur donne le RSA. Mais c'est très difficile de faire ligne. Et généralement, les vrais marginaux, ceux qui n'en veulent pas, ils demandent pas le RSA. Ils sont dans tous ceux qui pourraient y avoir droit et qui n'y ont pas droit. J'ai un peu d'expérience en la matière, j'ai plus de 10 ans d'accueil de rue des sans-abri derrière moi, et je vois des gens sur le trottoir à qui on a pu proposer d'aller prendre une douche, et qui ne veulent pas. C'est d'autres problèmes. Alors, c'est pas une foule immense dans ce cas-là. Non, mais il y en a. Comme président de mission locale, j'avais mis en place une formation d'1 semaine qui a beaucoup marché et qui a eu des résultats. Le thème, c'était retrouver l'estime de soi. Rien que ça. Sur des jeunes qui n'ont eu que l'expérience de l'échec, même un petit objectif, mais l'atteindre pour retrouver l'estime de soi. Restez avec nous, c'est pas fini, puisque on y revient dans quelques instants avec Joseph Touvenel, un secrétaire confédéral de la CFDT et directeur de la rédaction. CFTC. Il va mal le Il faut pas l'appeler syndicalisme modéré. Là, vous savez quoi, je quitte l'aventure, là, je suis obligé de le cacher. Non, restez. Et directeur de la rédaction du magazine Capital Social. J'ai bon ou pas, là? C'est bon? Là, tout juste. Allez, c'est parfait. Allez, on vous retrouve dans un instant avec nos éditorialistes du jour. On souhaite la bienvenue, vous êtes sur Sud Radio, c'est les VV jusqu'à 20h. On est ravis, c'est les VV jusqu'à 20h. Et on revenait sur cette information, les allocations de RSA vont-ils bientôt être obligés de travailler? Les allocataires, certains départements vont le mettre en expérimentation. Un temps de travail obligatoire pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, c'est notre question de jour. Le RSA doit-il être conditionné à des heures de travail? Et pour l'instant, vous dites oui à 49% et non à 51%, avec JP Le Phénix qui dit la même chose que Philippe Bilger.
si vous trouvez du boulot pour des gens au RSA, pourquoi ne pas les embaucher avec un CDI? Il est bien ce gars. Il est bien Mais ce type. Cécile, si vous le permettez, avant que Joseph reprenne sa tonalité modérée, en fait, je me demande ce qu'il y a de la différence de perception, et je me rends compte que peut-être c'est une vision trop réactionnaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose du point de vue social, mon premier mouvement est de douter, c'est-à-dire de dire il y a trop de glandouilleurs, pardon pour l'expression familière, qui vont en profiter. Alors que nos amis, à juste titre à mon avis, se disent que peut-être il y en a quelques-uns, mais que la majorité, en réalité, la mérite. On part au 0826 300 300 où le sujet fait réagir. Bonsoir Damien. Bonsoir. Vous êtes travailleur social. Oui. Oui. Et vous voulez témoigner sur Sud Radio. Alors effectivement, je voulais apporter des petites précisions lorsque j'entendais tout à l'heure, notamment quand vous parliez des revenus dont bénéficiaient les bénéficiaires du RSA, et notamment avec leurs familles, etc. Déjà, je voulais apporter une petite chose par rapport à ça, c'est qu'effectivement, les bénéficiaires du RSA, outre les aides qu'ils perçoivent par la CAF, ont également très souvent des choses en plus. C'est-à-dire que l'important qu'il faut regarder, c'est le reste à vivre à la fin du mois. C'est-à-dire que les bénéficiaires du RSA ne vont pas payer de mutuelle puisqu'ils ont la complémentaire santé solidaire. Ils vont pas forcément payer de transport en commun non plus. Donc, en théorie, ils ont également les transports gratuits. Ce qui fait qu'en fait, effectivement, ces personnes qui sont au RSA peuvent se retrouver dans des situations peut-être un peu plus aisées que des personnes qui seraient vraiment au SMIC ou qui auraient des situations très précaires avec des contrats de travail très précaires. D'accord, donc parfois, c'est pas une légende urbaine le fait que des gens qui ne travaillent pas peuvent gagner plus que des gens au SMIC? Eh bien, pas forcément. Si vous mettez bout à bout toutes les dépenses et tout ce que les personnes qui sont au SMIC et qui ont des très bas salaires ne vont pas forcément ouvrir droit à certaines aides, etc. Donc effectivement, quand on ne paye pas les transports, quand on ne paye pas de mutuelle, et qu'on bénéficie de pas mal d'avantages, au final, il y a beaucoup moins d'argent à sortir de sa poche. Oui. Et le calcul est à faire vraiment à la fin, en fait, Damien, dans tout ce qu'on a à sortir. Voilà. Je rebondis sur la question. Vous seriez enclin justement à faire en sorte que ces personnes travaillent en échange du RSA? Je pense que ça peut être une bonne chose, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit fait d'une manière, pas pensée. C'est-à-dire que, comme on le sait, il y a des personnes qui ont des vraies difficultés, par exemple, à respecter des horaires, des vraies difficultés à se réveiller le matin, etc., et que ça ne colle pas forcément avec le cadre classique de tous les travailleurs. L'important, c'est justement de trouver des dispositifs et de pouvoir accompagner les personnes qui sont vraiment trop éloignées de l'emploi ou depuis trop longtemps pour pouvoir revenir du jour au lendemain dans un dispositif classique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire. Le tout est de les identifier, Joseph Touvenel. Mais Olivier pose un sujet. Bon, d'abord, j'aime bien la notion de reste à vivre. Parce que la notion de reste à vivre, c'est celle de la dignité des vies. Qu'est-ce qui reste au final? Je ne pense pas que, malgré la présentation qui a été faite, le reste à vivre permette véritablement de vivre sans souci, sans avoir le ventre noué parfois. Mais le témoignage pointe aussi la question du niveau des salaires. Notamment, le salaire médian en France est à 1 800 €. Donc ça veut dire que la moitié du monde salarié touche moins. Mais ces trappes à bas salaire qui existent dans notre pays font qu'en effet, on peut se dire qu'il y a un faible différentiel. Mais pour moi, ce n'est pas un problème de niveau des minima. C'est un problème de rémunération du travail, du SMIC. Je pense qu'il faudrait une valorisation conséquente et de la grille des salaires. René Chiche. Oui, non mais à mon avis, le sujet n'est pas là. Vous pouvez vivre à Paris avec 3 000 € qui est un salaire honorable et vous verrez que vous aurez des difficultés à vivre si vous avez un loyer un peu conséquent. Oui. Moi, à mon avis, ce qu'a dit Damien, c'est ça. Il a raison. Ça reprend un peu ce que je disais au début. C'est qu'en fait, vous cumulez le RSA, les différentes aides, et encore une fois, je me répète, il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup d'allocataires du RSA qui cumulent leurs allocations avec du travail au noir. Et ça, peut-être que le gouvernement ne lutte pas assez là-dessus. Vous avez des statistiques là-dessus? Bah oui, bien sûr qu'il y a des statistiques. Bah oui, au ministère du Travail, etc., il y a des statistiques qui montrent qu'il y a beaucoup d'allocataires, ou même des finances qui
Non mais combien? J'ai pas le chiffre exact, bien sûr, mais ça, je suis pas. Des chiffres. Mais non, mais on le sait bien. Excusez-moi, on le sait. Diable. On le sait. Joseph Touvenel. Alors, Joseph, est-ce que vous pouvez contredire ce que je dis? Est-ce que des allocataires... Il peut. Non, mais c'est un fin connaisseur. Est-ce que vous pouvez dire non? Dans le micro. Aucun allocataire du RSA ne cumule leurs allocations. On passe à beaucoup. Là, c'est de la caricature. Joseph Touvenel. Ne cumule Attention. avec du travail au black. C'est un peu comme vous posiez la question. Non, mais répondez. Est-ce que vous pouvez dire qu'aucun patron ne fraude? Mais non, mais bien sûr que non. Non, je n'ai pas la proportion. Combien? Mais vous n'avez jamais vu dans le Non, quotidien? je dis, je n'ai pas la proportion. Non, mais vous ne... Attendez, laissez-le répondre. D'accord. Après, Damien a parfaitement raison. Oui. À un moment donné, des gens qui travaillent, pas seulement d'ailleurs au salaire minimum, mais même au-dessus, se retrouvent au final, en net, à avoir moins. Bien sûr. Et j'ai essayé de regarder, mais c'est Surtout très avec le litre de carburant à 2 euros ou presque. C'est très difficile. Voilà, il y a ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, mais en plus, les aides et les exonérations, faire la liste, c'est impossible. Parce qu'il y a ce qu'on connaît, national, officiel, etc. Il y a ce qui va arriver au niveau régional, au niveau départemental, au niveau municipal. Et il y a des aides qui sont données par des associations. Il y a effectivement des gens qui vivent mieux financièrement en ne travaillant pas qu'en travaillant. Je n'en ai pas les proportions. Je pense qu'il y a des endroits de la société où c'est devenu une habitude. Par exemple, toutes les zones de non-droit. On va pas me faire croire que dans les zones de non-droit, d'ailleurs, on a des cas avec des gars, ils sont trafiquants de drogue, etc. Et ils chopent toutes les aides. Ça veut dire qu'il faut remettre du droit dans ces zones de non-droit. Le mot de la fin, mais peut-être. vraiment, les proportions, je les ai pas, mais c'est inacceptable dans le principe. Et ça pose le problème de l'échelle des salaires, des rémunérations. Le travail en France est trop peu payé. Sans doute qu'il y a une bonne idée, à mon sens, c'est que les heures supplémentaires soient effectivement exonérées de charges pour permettre de payer plus des gens sans que ça obère le coût de l'entreprise. Parce que si l'entreprise a un coût avec des heures supplémentaires qui obèrent sa rentabilité, elle ne pourra pas le faire, c'est simple. Et le mot de la fin avec Damien, peut-être. Ah, Damien n'est plus là. Ah bah voilà, Damien n'est plus là. Merci en tout cas d'avoir On a été été avec d'accord avec lui, donc voilà, c'est ça. l'essentiel est fait. En tout cas, merci Damien de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC et directeur de la rédaction du magazine Capital Social. Hyper bien fait. Hein. Allez-y, récupérez-le, achetez-le. On peut l'acheter. Oui, dès demain. Ne le volez pas, achetez-le, c'est important. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant, dans quelques instants, la météo et puis le journal.